Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Odyssée spatiale, le podcast numéro 1 de la vulgarisation spatiale. Et là je regarde Simon qui me regarde avec Il des s'avance yeux beaucoup, mais inattendus. vas-y. Voilà, donc c'est l'épisode 12 de la saison 5, le dernier épisode de cette saison, parce que je vous tease et je vous spoil tout de suite. Bien entendu, on se retrouvera pour une saison 6 avec encore des sujets fantastiques à la rentrée. Mais pour l'instant, on a une table absolument merveilleuse. Alors bien sûr, vous le savez déjà, je suis accompagné du grand et du beau et du zébré aujourd'hui, Simon. Merci beaucoup de me décrire dans des termes très radiophoniques. Bonjour Thomas, tu vas bien ? Très bien, et toi ? Ça va, je suis content de pouvoir t'appeler aussi par ton prénom et pas par un diminutif. Donc trop bien, je suis content d'être avec vous. Et avec nous aujourd'hui, nous avons Loïc Octavia. Bonjour Loïc. Bonjour Thomas. Alors, le portrait de Loïc est déjà disponible. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, foncez l'écouter parce que Loïc est génial et parle de ses missions avec beaucoup de passion. Loïc est chargé de communication numérique au CNES, notamment sur des projets de photographie, de vidéo et bien plus de missions, mais ça, on va y revenir. Et il est aussi né en Guyane. Il a vécu beaucoup de choses en Guyane, mais ça aussi, on va y revenir parce que je pense que tu as beaucoup de choses à nous apprendre. Mais avant ça, est-ce qu'on se passerait pas un petit générique ? Exactement, j'ai failli l'oublier pour la dernière. Il est fort, donc on se retrouve après le générique ? Allez. À tout de suite. Pour commencer cette partie actualité, Loïc, je me tourne d'abord vers toi parce que je crois que tu vas nous parler d'un décollage tout récent. Pour déjà dater un petit peu, on enregistre cet épisode le 30 juillet. Vous l'aurez certainement d'ici le courant d'août. Mais Loïc, vas-y, je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Donc j'ai eu la chance de pouvoir participer au lancement donc, de Vega C, qui a eu lieu donc, le 17 juillet dernier. Et puis à son bord, il y avait effectivement 5 passagers. 4 donc de CO3D et un microcarbe, voilà. Écoutez, moi alors les lancements j'ai l'habitude, mais celui-ci m'a vraiment pour le coup extrêmement plu, non pas parce qu'il était à 4h du matin, mais parce qu'en fait une Vega C qui part à l'heure et qui livre ses petits compagnons au bon endroit et peut-être, enfin pas peut-être d'ailleurs en avance, parce que les CO3D ont été livrés à quelques minutes en avance, et bien franchement j'ai trouvé ça formidable. Et en plus, on a eu la chance d'avoir un beau ciel dégagé en Guyane, qui malgré le fait qu'on était sur Toulouse, on a pu suivre la séparation et tout. Enfin, c'était génial, vraiment, très très bien. Et alors on essaiera d'avoir un ou une invitée sur la saison 6 sur l'émission d'observation de la Terre, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les satellites CO3D et microcarbes ? Oui, tout à fait. Alors les 4 satellites CO3D, c'est donc une coopération Airbus Defence and Space et le CNES, à hauteur donc, de 250 millions d'euros. Donc il y a un tiers pour le CNES et 2 tiers pour Airbus. Globalement, les CO3D, en fait, ils vont pouvoir cartographier la Terre en 3D, voilà, et au mètre près. Voilà. Donc ça, voilà. Donc je laisserai le prochain invité de l'observation de la Terre en parler beaucoup mieux que moi. Et puis enfin Microcarbe, qui est un programme donc du CNES, qui lui en fait sert à cartographier du coup les puits ou en tout cas les sources de CO2 présents sur Terre et pour aider tout à fait l'urbanisme, la science et autres techniques. Voilà. Donc ce sont 2 missions d'observation de la Terre de manière très différente, mais qui peuvent aussi servir à la société en général, j'ai envie de dire, pour des aspects très différents. Mais c'est pas le cas de toutes les missions. Là, c'est vrai que Vega C avait 2 belles missions dans sa coiffe. On a croisé les doigts fort pour que tout se passe bien. Tout s'est encore mieux passé que prévu. Mais donc c'est une orientation qui est quand même assez intéressante parce que voilà, le CNES met en avant beaucoup aussi ses activités sur l'aspect gestion des ressources naturelles sur Terre, etc. Et là, Microcab en particulier, CO3D aussi, mais sur des applications beaucoup plus larges, sont vraiment orientés dans cette ligne-là, disons. Donc le CNES amplifie, si on peut dire, cette stratégie qui est mise en place depuis maintenant
une dizaine d'années en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, si je peux rajouter, ça vient aussi, je dirais, aider, en tout cas, au soutien des forces armées, hein, parce que là aussi, l'imagerie sert évidemment aux forces armées et puis à la défense. Tout à fait, le CNES est entré effectivement dans cette direction depuis à peu près une dizaine d'années. C'est renforcé grâce à l'ancienne ministre Florent Parly et s'est doté, donc du coup, en tout cas, c'est associé avec l'armée de l'air qui est devenue maintenant l'armée de l'air et de l'espace avec le CDE qu'on a effectivement présent sur Toulouse au CST et qui vont d'ailleurs très bientôt avoir puisque le 1er juillet dernier, je crois, il y a eu effectivement une fête pour inaugurer la base aérienne, si je dis pas trop de bêtises, Exact. voilà, sur le Capitole et donc qui justement prévoit d'avoir une montée en puissance de cet aspect défense. Pour décrypter un petit peu les acronymes, CST, Centre Spatial de Toulouse, Toulousain de Toulouse, je sais plus, Oui, de Toulouse. et CDE, Commandement de l'espace. Tout à fait. Bien joué. Pour les acronymes. Et alors du coup, pour enchaîner et partir un petit peu plus loin dans l'espace, Simon, je te donne la parole. Oui, moi je voulais vous parler d'un copain pour Betelgeuse. C'est comme ça que titraient des scientifiques dans la revue Astrophysical Journal il y a quelques mois. Donc on vous parle de Betelgeuse, donc une étoile bien connue, très visible même à l'œil nu, qui se situe donc dans la constellation d'Orion, qui est, pour faire un rappel quand même, une étoile qui a un rayon de 1000 soleils et qui a une masse de seulement, étonnamment, 15 soleils, mais c'est quand même une super géante rouge et qui est l'une des plus grandes étoiles connues, que en tout cas nous avons cartographié ou repéré, qui, si on la situait au centre du système solaire, pour donner un peu un ordre d'idée aussi, son rayon se situerait entre, si on la mettait à la place du Soleil, hein, bien sûr, son rayon se situerait entre l'orbite de Mars et de Jupiter. RIP, notre belle planète Terre, mais heureusement elle est très lointaine de nous. Mais on avait remarqué que fin 2019, elle avait une baisse de luminosité très importante parce qu'elle avait éjecté une grande quantité de gaz et on soupçonnait que ça annonçait la fin de sa vie. Alors j'y reviendrai, mais on n'est plus aussi catastrophiste qu'avant. Mais ce qu'on vient de découvrir, donc là ça avait été théorisé en fin 2024 et ça vient d'être confirmé par observation en juillet 2025, c'est qu'en fait elle avait aussi des variations de luminosité qui sont liées au fait qu'elle a une petite copine qui se balade autour d'elle, une autre étoile en l'occurrence, beaucoup plus petite bien sûr, qui fait environ 1,5 fois la masse du Soleil, donc on peut la comparer à notre Soleil si on peut dire, et qui orbite à 4 fois la distance Terre-Soleil de Betelgeuse et qui du coup l'accompagne dans sa vie, qui est beaucoup plus jeune, cette petite étoile, et j'ai envie de dire courage à elle, parce qu'effectivement même si on est moins alarmiste qu'on a pu l'être, Betelgeuse arrive en fin de vie, en tout cas elle arrive dans sa dernière phase de vie avant d'exploser dans une supernova, en tout cas c'est ce qui est le plus probable, et de peut-être devenir une étoile à neutrons, mais voilà, on peut lui dire donc courage à Betel Buddy, comme ils l'ont appelé, parce que son avenir risque d'être un peu cataclysmique, mais peut-être pour nous ravir, parce que ça devrait, la supernova et l'explosion de Betelgeuse, si jamais l'humanité la voit, ce qui n'est absolument pas certain, devrait être visible depuis la Terre comme avec la luminosité de la Lune. Donc très honnêtement, elle va être visible pendant plusieurs années et ça va sûrement changer un petit peu la face du ciel étoilé, mais ça, je ne suis pas certain que l'humanité le verra, mais peut-être. Et en tout cas, je voulais vous parler de cette petite découverte, donc une petite copine pour Betelgeuse. Est-ce que vous en aviez entendu parler ou pas ? J'en avais pas encore entendu parler jusqu'à que tu m'en parles aujourd'hui. Sa voisine, elle risque un peu de lui péter la gueule quand même, hein. Enfin, sans mauvais jeu de mots. Mais en plus, c'est génial parce qu'on va y revenir, mais tu me fais une transition formidable pour ce qui va venir ensuite. Mais non, c'est vrai que c'est passionnant, surtout que quand on fait un peu les liens avec la pop culture, avec des séries comme Le Problème à trois corps, tout ce genre de choses-là. Des étoiles un petit peu voisines qui gravitent entre elles, des partages de matière. Tout de suite, moi, il y a un peu le rêve qui vient un peu dans l'esprit, il y a un peu la SF qui s'invite et on a envie d'y voir plein de choses, mais c'est génial que la science s'invite là-dedans et nous montre que l'espace regorge encore de plein de mystères et de plein de belles choses. Tout à fait. Moi, je l'ai appris en même temps que vous. Enfin, en tout cas, que toi, Thomas, c'est certain. Donc, merci pour ce partage d'informations. Avec plaisir, et je dois remercier l'autre Thomas de notre émission, Thomas Carpentier, qui m'a fait découvrir cette actualité. Mais effectivement, ça me fait une passe décisive parfaite, je pense, pour ton actualité, mon cher Thomas. Bien sûr. Alors moi, j'aimerais vous parler d'une actualité qui m'a vraiment surpris quand j'ai vu ça. C'était sur le site de la NASA. En gros, c'est des astronomes avec le VLT, donc le Very Large Telescope qui est au Chili, qui ont découvert une étoile qui aurait explosé 2 fois, et donc une supernova qui aurait détoné 2 fois.
Alors là, C'est pas logique. Ouais. c'est pas logique. J'aime bien Normalement, regarder ça ne vos regards devrait- un peu interloqués. Normalement, ça ne devrait pas arriver. Exactement. Il y a anguille sous roche. Eh bien, en fait, c'est un petit peu le même principe que ce que tu viens d'expliquer. C'est-à-dire qu'une première détonation pourrait en déclencher une deuxième. Et bien, c'est exactement ça. En gros, il s'agit d'une naine blanche qui se situe à environ 160 000 années-lumière de nous, dans la galaxie du Grand Nuage de Magellan. Donc, c'est vraiment très loin. Et donc, en fait, eh bien, il y a une étoile qui aurait d'abord pompé, si je puis dire, de l'hélium d'une étoile voisine, qui aurait vraiment fait une espèce de couche de coquille d'hélium autour de sa surface, autour de sa croûte. Et en fait, ben, il y a eu trop d'hélium, il y a eu surcharge, l'hélium a explosé, et l'onde de choc a été tellement puissante qu'elle allait faire exploser le noyau de cette naine blanche. Ce qui veut dire en fait que il y a eu une double détonation, et sur les images, alors c'est pas très radiophonique ce que je vous dis là, mais si vous allez, et là je fais un micro-pub, mais si vous allez sur notre compte Instagram Odyssée Spatiale, on a fait une vidéo sur le sujet où on vous montre les images, et en fait on voit bien vraiment une supernova avec deux cercles qui se suivent, presque parfaitement parallèles, et c'est vraiment impressionnant. Donc une supernova qui a explosé 2 fois. Sacré spectacle, hein. Mais qui n'était pas visible à l'œil nu depuis la Terre, celle-ci par contre. À moins que Si le t'aies Very une Large Telescope vision l'a de capté, fou, quoi. tu es un aigle. Alors même un aigle avec des bonnes lunettes, quoi. Voilà, c'est ça. Vous en aviez un peu entendu parler? C'est non, quelque chose que vous aviez déjà vu un petit peu ailleurs ou pas encore? Non, pas Mais du je tout. sais pas si on avait déjà capté de manière aussi précise Eh ben, une je double crois supernova. Non, Alors- je crois pas, parce que là en plus c'est vraiment un événement particulier dû au fait qu'il y ait de l'hélium qui a été pompé, qu'il y a eu cette explosion d'hélium. Donc j'ai pas envie de dire dans l'atmosphère, mais il faut visualiser un petit peu ça comme ça. Il y avait une espèce de couche d'hélium qui s'était créée autour de l'étoile. Donc c'est vraiment particulier. Et puis je pense que c'était aussi voilà, la première observation très précise de ce phénomène, mais il doit exister des nébuleuses observables aujourd'hui qui ont peut-être été issues de une double supernova, mais c'est vrai que c'est quand même assez... les circonstances sont particulières, disons. Donc pour en arriver là, il a fallu beaucoup de chance ou de malchance pour l'environnement proche pour avoir ce phénomène. Donc en tout cas, merci beaucoup pour l'info. Et je crois que ça fait une triple Ah non, transition mais- parfaite pour notre instant Space Culture. C'est ça, j'ai fait une passe D à moi-même. Et donc je vous invite à me rejoindre dans ce petit instant Space Culture où, comme vous le savez maintenant depuis 2-3 ans, on vous suggère durant ce petit moment des livres, des films, des jeux, des musiques, et j'en passe, des vertes et des très mûres. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre. D'un livre que je n'ai pas encore lu, mais qu'on m'a chaudement recommandé, et la quatrième de couverture m'a hypé à fond. Il s'agit d'un auteur que vous connaissez déjà, puisque on vous en a déjà parlé dans le podcast, mais aussi parce que tout simplement, si vous avez soit un abonnement Netflix, soit si vous ne vivez pas dans une grotte au fin fond de l'Aveyron, vous avez dû le voir. Il s'agit de Liu Cixin, qui est l'auteur du Problème à trois corps, qui a été refait en série sur Netflix. Vous l'avez vu la série ou pas? Non, Pas mais encore. j'ai lu le livre. Enfin, j'ai lu le premier. livre, tu l'as... Non, pas encore. Ok, Mais c'est à dans mes pour découvrir. moi. Parfait. Et bien là, il s'agit de l'ère de la supernova de Liu Cixin, et je vais vous lire la quatrième de couverture parce que moi, ça me hype terriblement, et bien sûr, on parle de supernova. Après 500 millions d'années d'existence, une étoile inconnue de la constellation du Cocher finit ses jours en une spectaculaire explosion d'énergie, une supernova. Elle déclenche des tempêtes de radiation qui touchent bientôt la Terre et endommagent grièvement l'ADN de tous les êtres vivants. Les études scientifiques prouvent toutefois que ces dégâts ne sont pas irréversibles pour les individus de moins de 13 ans dont le corps est en mesure de restaurer l'ADN. Les enfants seront donc les seuls survivants de leur espèce, et leur tour sera bientôt venu de présider à la destinée du monde. Les adultes, se sachant condamnés, se hâtent de transmettre à leur progéniture les connaissances et les savoirs nécessaires au bon fonctionnement de leur monde. Mais les humains de l'ère de la supernova se satisferont-ils de l'héritage de leurs aînés ? Avec son imagination débordante et son obsession du devenir macroscopique et collectif des sociétés humaines, l'auteur signe avec l'ère de la supernova une passionnante fable philosophique et un magnifique hommage à Sa Majesté des Mouches de William Golding. Voilà pour la quatrième de couve. Moi, ça me plaît beaucoup quand on sait qu'en plus Liu Cixin était lui-même scientifique, très intéressé par les questions spatiales, que, en effet, les questions de radiation solaire, de radiation de matière, de radiation de supernova, d'étoiles, sont des choses qui sont extrêmement présentes et extrêmement préoccupantes dans l'espace, en tout cas pour les humains. Donc là, c'est des sujets, moi, qui me fascinent. Et je pense qu'en plus, on se rapprocherait presque peut-être d'une forme de hard SF, c'est-à-dire que je pense que l'auteur cherche quand même à s'appuyer sur des faits possibles d'un tel phénomène.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais Bah, pour moi, c'est une continuité parfaite. Alors, je pense que ça a été écrit après Le Problème à trois corps, du coup, ouais, parce que c'était un de je ses confirme. premiers Bah là, il est même pas best-sellers. sorti au format poche en fait, le livre Ah, ok, encore. donc il est très récent. Bah, ça me fait. Tu parlais de Hard SF. Le Problème à trois corps en est un. Le livre particulièrement. La série, d'après ce que j'ai compris, un peu moins. Alors, je rebondis juste. Hard SF, pour ceux qui ne Oui. connaissent pas, c'est de la science-fiction, somme toute classique comme Star Wars ou Star Trek, Mhm. qui s'appuie sur des faits scientifiques prouvés ou en tout cas théorisés, mais relativement solides. Et qui développe un petit peu la pensée scientifique dans la narration, et sans que ça soit inaccessible, hein, parce que je ne suis en rien physicien nucléaire ou astrophysicien, mais pour autant, le problème à trois corps m'a fait apprendre des choses qui sont réellement, euh, plo- même plus que plausibles, qui sont prouvées et qui ont été observées pour certaines, et qui, voilà, dans cette perspective, comme tu disais, c'est un auteur qui donc a des bases scientifiques très solides, va chercher des choses qui, en termes de fiction, tiennent debout, etc. Et moi, perso, ça me parle encore plus parce que je me dis effectivement ce qu'on imagine peut exister. Là où avec Star Wars, voilà, l'hyperdrive ou les choses comme ça, on sait que, comme disait Alexandre Astier, on passe de l'état solide à l'état gazeux si on part en vitesse lumière. Donc il y a ce côté-là où moi je me laisse plus facilement emporter, et ce que tu viens de me décrire, bah, ça me plaît beaucoup. Et je crois qu'en plus c'est un seul volume, c'est ça? Tout à fait. Contrairement au problème à trois corps qui a 3 volumes d'environ 700 ou 800 pages. Ouais, les livres gonflent à mesure que tu Oui, avances dans c'est l'histoire. pour ça que j'avoue que j'ai lu le premier, j'ai pas encore lu le 2 parce que les 700-800 pages, ça me fait un peu peur, mais ça, je vais y aller, mais là, ça me donne envie. Donc merci pour cette reco que je ne connaissais pas. Toi, Loïc, c'est des sujets qui te plaisent un peu, qui t'intéressent? Alors, qui me plaisent par défaut, parce qu'on est effectivement dans le domaine du spatial, mais qui sont en tout cas effectivement intrigantes. Moi, c'est vraiment le mot que j'ai envie d'utiliser, parce que rien ne sert d'en avoir peur, à mon avis, dans le sens où on peut aujourd'hui encore mieux expliquer ce qui se passe. Donc, mais c'est intriguant, tout à fait. Alors, donc moi, effectivement, ce sont des choses depuis petit, quand on Guyane, effectivement, on regarde le ciel avec toutes les constellations, et puis on voit finalement tout ça, on ne peut pas ignorer qu'on est seul, quoi. C'est pas possible. Ça, c'est encore une autre question de ces différents livres. Donc sans rien spoiler, ça en Exactement. parle. Je suis d'accord avec toi. Eh bien, merci beaucoup pour vos avis, et puis on en reparlera si on a l'occasion de le lire d'ici là lors d'une prochaine émission. Mais on va passer bien sûr à notre seconde partie de cet épisode 12 de notre podcast Odyssée spatiale. Et pour ça, on va parler un petit peu de différents sujets qui te touchent, toi Loïc, tout particulièrement, notamment la création numérique pour l'Agence spatiale française, l'importance de l'image dans le spatial, parce que c'est quand même un sujet majeur aujourd'hui. Quand on parle de spatial, pour le rendre un petit peu tangible auprès du grand public, bah, ça passe par de belles photos, ça passe par de belles vidéos, ça passe par de beaux récits. Mais là, tu es au cœur du sujet et on va pouvoir en discuter. Et aussi des questions sur, comme tu nous l'as dit, tu es né en Guyane, tu as vu beaucoup de lancements, tu as vu le CNES grandir aussi là-bas, et d'autres acteurs. Et donc ce serait hyper intéressant d'avoir un petit peu ton point de vue sur comment la Guyane vit ça, mais un peu aussi de l'extérieur. Bah, j'ai presque envie de commencer par une première question plutôt sur la Guyane, parce que tu nous en parlais là, voilà, le fait de vivre là-bas, il y a un lien très fort avec le spatial. Pour toi, qu'est-ce que ça représente le CSG, donc le Centre spatial guyanais, pour ce territoire outre-marin? Comment il s'implante et comment tu l'as vécu, toi, petit, en termes d'image, d'aspiration, de rêve, etc. Comment ça s'implante au sein de la population guyanaise? Alors, c'est une vaste question, mais en même temps qui est très précise, parce que, voilà, on le sait tous que le CNES, principalement, a une histoire, effectivement, avec la Guyane. On va pas refaire, effectivement, l'histoire, mais toujours est-il que aujourd'hui encore, on est toujours dans le fait de pouvoir faire attention. Voilà. Le CNES fait attention aux populations sur place, fait attention à l'histoire et surtout à ce qui s'est passé et à tout ce qui doit arriver encore. C'est notamment effectivement le rôle qu'a une structure qu'il n'y a pas ailleurs d'ailleurs, maintenant qu'on le dit. Il y a une structure qui s'appelle Espace pour la Guyane, au CSG, qui n'a pas que ce soit sur Toulouse, que ce soit sur Paris, tout simplement parce que cette relation que la Guyane a avec le CNES et le spatial est particulière, et donc il y a effectivement cette structure Espace pour la Guyane qui se veut justement être en lien avec les territoires, avec les collectivités, avec les institutions présentes sur place, pour justement apporter
un certain soutien. Voilà. Alors, attention à ne pas tomber dans la dérive. Le CNES n'est pas là pour remplacer l'État. Hein. C'est aussi, voilà, je dirais, l'enjeu de savoir où on place le curseur. Donc c'est vrai que oui, il y a un enjeu effectivement historique avec la Guyane. Pour moi, en tout cas, le CNES et principalement le spatial reste et restera de toute façon une aubaine pour la Guyane, c'est clair, parce qu'effectivement, ça permet tout simplement d'avoir des populations qui s'enrichissent intellectuellement, parce que de plus en plus, on a effectivement des études qui commencent à de plus en plus arriver effectivement sur le territoire, qui n'était pas forcément vrai à l'époque, mais du coup, le CNES encourage et soutient cela. On a la chance d'avoir récemment créé un centre spatial universitaire, donc en Guyane aussi également, qui est l'un des derniers dans le réseau à avoir vu le jour. Et pour moi, en tout cas, je crois qu'il y a un intérêt pour que la population s'intéresse de manière, je dirais, plus, plus précisément et pas juste comme on peut tomber dans le débat un peu facile il y a des satellites qui partent, il y a beaucoup d'argent, mais la Guyane, on ne sait pas vraiment. Je pense qu'il y a pas, on n'en est pas absolument à ce type de raisonnement. Je pense que oui, je pense que la population a assez bien accueilli l'activité. Après, effectivement, il y a des questions d'environnement, ce genre de choses, mais le CNES fait attention à ces activités, à ne pas, parce qu'il y a des règles, hein, évidemment. Un lanceur, pour qu'il parte, il faut que le vent ne soit pas dirigé vers les populations. Il y a des prélèvements qui sont faits avant et après chaque lancement pour vérifier le taux de contamination. Enfin, veut dire, il y a destructrice au niveau de l'environnement. C'est hyper intéressant, surtout qu'on sent que tu es particulièrement sensible. Toi, t'as grandi avec ça, tu l'as vu directement, donc c'est vraiment parlant. Et donc ça, c'est des questionnements, on va dire, un peu plus sur le plan humain. Et on sait qu'au niveau du plan écologique, au niveau de la faune et de la flore, il y a aussi des gros questionnements qui ont lieu, hein, au niveau du CNES et au niveau de l'ESA aussi, et au niveau du CSG surtout, sur comment préserver l'écosystème guyanais. Est-ce que toi, justement, tu peux nous en parler un petit peu, nous dire des choses qui t'ont peut-être marqué sur l'écosystème, sur comment il est préservé, parce qu'on parle quand même de lanceurs de plusieurs dizaines de mètres de haut qui décollent dans des maxi-flammes et tout ça. Et pourtant, tout se passe bien comme tu l'as dit. Absolument. Déjà, il faut savoir que le site du CSG est un site protégé où la chasse et la pêche sont évidemment interdits, déjà. Et même le prélèvement de bois ou de métaux ou que sais-je, tout ça est interdit. D'ailleurs, il y a eu quelque chose qui est apparu il n'y a pas très longtemps où justement il y a des personnes qui prenaient du bois de manière tout à fait illégalement. Bon, voilà, donc c'est déjà, on part de ce constat-là qui est donc le site en lui-même est protégé et donc interdit de chasse et de pêche. Ensuite, moi, pour répondre à ta question, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que, et là je pense que c'est vraiment au niveau France, c'est la mentalité, en tout cas française, c'est de faire attention à l'environnement dans lequel on est. C'est-à-dire que, typiquement, la réhabilitation du site Diamant, voilà, on le sait tous, hein, c'est pas un secret maintenant. Il y a eu plusieurs épisodes environnementaux, si je puis dire. Et tout ça, en fait, ça a fait prendre du retard au projet, mais c'est pas grave. En fait, le message, il est clair, c'est que on ne détruira pas l'environnement au détriment de la techno ou de l'argent ou que sais-je. Et donc, je crois que ça, pour le coup, c'est un vrai message qu'on envoie aux populations, mais également sur la scène internationale, c'est de dire, on prend du temps, mais on fait attention à ce qu'on fait. Et je crois que ça, c'est valable également dans la technique. C'est-à-dire, Ariane 6 a pris aussi un peu de retard, mais pourquoi ? Parce que on veut que ça marche et on est consciencieux. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir, en fait, finalement, de l'activité, en fait, du spatial et plus largement du CNES au sein de la population guyanaise. C'est très bien dit. Et justement, j'aimerais faire le lien justement entre nos deux gros sujets de cette seconde partie d'émission. Est-ce que dans le cadre de l'implantation du CSG en Guyane et de sa durabilité, sa continuité, est-ce que tu penses que l'image, que la photographie lors de lancement, que les vidéos, que cet outil médiatique-là a eu un impact, a eu une utilité pour justement créer du lien entre les populations présentes et le CSG ? Oui, effectivement, l'image de toute façon a une place.
quoi qu'il arrive, dans n'importe quel domaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, une image est beaucoup plus parlante qu'un long texte. Et puis, c'est encore plus vrai en Guyane, puisqu'on a plusieurs populations, on a plusieurs ethnies, on a plusieurs origines. Donc, par défaut, on a plusieurs langues. Et il ne faut pas oublier que ces personnes-là ne parlent pas toutes français, ne parlent pas toutes anglaises. Voilà, donc forcément, une image, de suite, on comprend. Voilà. Et donc, c'est aussi. Et donc là, je fais une petite parenthèse, mais qui manifestement n'en est pas une. C'était peut-être une virgule. Je tiens à prendre, en tout cas, ma part et de dire bravo au Centre spatial guyanais, notamment à Marie-Françoise Baloul, qui a été chef de projet pour du coup, la réhabilitation du musée, en fait, et qui a voulu, à travers effectivement cette réhabilitation, avoir un espace que j'ai eu la chance d'avoir pu le visiter. Eh bien, il y a tout un espace qui est dédié justement à ce pan d'histoire, qui est dédié aux populations, qui est dédié à finalement ce lien qu'il y a avec la population d'avant, de maintenant et potentiellement celle qui arrive. Et donc, voilà, c'est pour dire on n'oublie pas. Parce qu'on a une ADN, on a quelque chose de vrai, de sincère. On a effectivement cette relation qui, comme si on reprend juste l'histoire, c'est effectivement, on s'est implanté, on a viré les populations, on a pris leur terrain et puis terminé. On ne peut pas s'arrêter qu'à ça. Derrière, on a effectivement une histoire qui est effectivement commune. Et donc, je crois que dans ce musée, c'est assez bien retracé. C'est même d'ailleurs très, très bien retracé. Et donc, voilà, l'image, là, typiquement, elle a joué un rôle capital. Parce que c'est un vrai rôle d'archive qui a été fait. Et notamment, on peut apercevoir en passant, donc j'invite tous les auditeurs, et même vous, à aller effectivement découvrir, ou redécouvrir pour certains, ce musée. Parce que, voilà, là, on voit que finalement, quand on voit un photographe sur une scène ou dans un événement, ou quand on voit un photographe sur une campagne de lancement et qu'on se dit, il prend des photos et tout. Oui, mais peut-être dans 10, 15, 50, 60 ou 100 ans plus tard, ces photos qu'on a prises à ce moment-là où on disait, il prend des photos, finalement, ça va servir après, derrière. Et c'est aussi mon rôle quelque part au CNES, parce que ça fait partie de mes missions de pouvoir justement valoriser ces images sur nos plateformes, donc la photothèque, la vidéothèque, sur les réseaux sociaux, mais également sur sur une façon plus originale, peut-être évidemment. Mais en tout cas, oui, l'image a un vrai rôle, je dirais, finalement, de messager. Voilà. Pour le patrimoine, disons, Absolument. de notre pays et de ses territoires d'outre-mer également, l'image est primordiale, et le CSG offre des possibilités quand même assez spéciales, parce qu'on parle d'installations qui sont uniques au monde, et en plus de ça, on parle de lancement de fusée. Donc là, une question qui est aussi celle d'un grand passionné qui n'a pas encore eu la chance de voir un lancement de fusée en vrai. Comment ça se passe pour la population qui habite en Guyane en général, pas qu'à Kourou, parce que donc le CSG est implanté à Kourou, en tout cas juste à côté. Comment, quand on vit en Guyane, comment ça se passe le soir d'un lancement? Qu'on soit proche, il doit avoir une effervescence particulière déjà, même quand on est au CSG, mais quand on habite par exemple à Cayenne, quand on se met sur la plage le soir d'un lancement, qu'est-ce qu'on peut voir ou ne pas voir? Comment c'est vécu? Toi qui l'as vécu plusieurs fois, je le suppose. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les sentiments qu'on a, que ça soit au CSG ou en dehors? En tout cas, moi, mon ressenti, c'est que chaque lancement est assez bien accueilli. Voilà, parce qu'il y a effectivement une vraie communication qui est faite dessus. C'est expliqué. Je veux dire, la population est quand même assez bien informée. Il y a le site du CSG qui donne également énormément d'informations. Et puis, le jour d'un lancement, la population est bien évidemment cordialement invitée à y participer. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle plus communément chez nous des sites d'observation qui sont ouverts lors des lancements. Et ces sites d'observation, effectivement, donc ça permet aux populations invitées et autres de pouvoir être mobilisées sur un lieu précis pour mieux observer. Alors, il y a des sites d'observation qui sont sur le site, hors site également. Donc, on a là la plage de la Cocoterie à Kourou, pour ceux qui connaissent. On a la Montagne des Pères aussi également, qui est un espace grand public. Et puis, pour les autres espaces, en tout cas pour les autres sites d'observation qui sont plus, on va dire, réglementés, puisque là, ça passe par une billetterie gratuite, je tiens à préciser. Aucun lancement n'est payant encore aujourd'hui. On a les sites de Jupiter, donc la salle d'opération, évidemment. On a le site qui est Vénus, pardon, qui est aussi un site d'observation. Et puis après, on en a d'autres qui sont déployés plus ou moins en fonction du type de lanceur.
Tous ces sites sont soumis effectivement à réservation de la billetterie. Et puis on a sur Cayenne, effectivement, tu le disais, on a un site qui est priorisé, on va dire. C'est la plage des Amandiers, pour ceux qui connaissent également. Et là, il y a le CNES qui déploie un écran géant pour permettre de suivre la campagne, bien que les populations de Cayenne soient, je dirais, un peu plus loin de tout ça, mais qu'elles soient quand même toujours concernées avec des animations, des choses. Donc, il y a un vrai effort qui est fait, qui est déployé par le CNES pour pouvoir justement permettre aux populations de suivre le lancement. Et je dirais même plus, il y a aussi la caravane qui va dans les différents villages. Enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose qui est déployé en Guyane pour ça. La médiation autour des lancements qui sont quand même quelque chose qui est parlant dans le spatial, mais qui représente qu'une petite partie, hein, mine de rien, des activités, mais qui pour moi en tout cas est un spectacle fascinant et magnifique. Et avec les actualités depuis ces 5 dernières années, disons, et l'essor de ce qu'on appelle aujourd'hui un peu vulgairement le New Space, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au CSG pour les années à venir, justement? On parlait de l'aspect historique, du passé. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Kourou, au CSG, pour les 5 à 10 prochaines années? Je pense que ça a déjà commencé. Donc, en vrai, mon souhait, évidemment, est vain, mais bien sûr que ça rejoint la stratégie qui est mise en place. C'est qu'aujourd'hui, on aimerait en tout cas prendre un virage différent. Déjà, le CSG, il faut savoir que le CSG, comme tous les sites, que ce soit sur Toulouse ou même Paris, sont des sites qui effectivement étaient de plus en plus vieillissants. Donc aujourd'hui, les sites sont maintenant réaménagés, réhabilités. Donc il y a une vraie modification déjà qui se passe. Donc le CSG, déjà, on peut lui souhaiter de se rajeunir. Mais c'est en cours. Je rassure les auditeurs. Et puis, il y a aussi le fait de prendre un autre virage qui est donc de transformer finalement, alors je le dis avec des mots simples pour que ça puisse être audible, c'est que aujourd'hui, une stratégie qui est simple, c'est de transformer finalement le centre spatial guyanais comme un aéroport. C'est-à-dire de permettre à d'autres projets, pas forcément uniquement que les nôtres, mais de permettre effectivement d'avoir des infrastructures à disposition et de permettre justement d'accueillir des institutions, des entreprises ou autres qui auraient des besoins de pouvoir avoir des infrastructures afin de pouvoir faire partir leurs lanceurs. Et donc, ça aussi, c'est en train de prendre un peu voilà, une nouvelle tournure. Hein. J'enfonce une porte ouverte en disant que le New Space, bah oui, on a effectivement 4 lauréats qui ont été retenus par le CNES qui vont venir s'implanter justement donc, en Guyane. Et donc là, tout est en cours de préparation, voilà. C'est un dossier actuel, donc voilà, donc c'est en cours. Et donc là, typiquement, on voit qu'il y a une modification déjà. Donc ça veut dire qu'on accueille effectivement des entreprises, on accueille des infrastructures, on met à disposition, parce que le CNES, lui, c'est ça, son savoir-faire en Guyane. Pour qu'un lanceur d'école, il faut qu'il y ait 3 personnes qui soient d'accord. Ariane Espace, Ariane Group, l'ESA et le CNES. Le CNES, lui, son rôle, c'est un donneur d'ordre, mais c'est parce qu'il est garant des infrastructures H24 et 7 jours sur 7 pour que tout se passe correctement. Et donc, c'est ça le rôle du CNES. Donc, mais aujourd'hui, c'est ce que le CNES fait de mieux, c'est-à-dire de concevoir des infrastructures pour que les personnes puissent les utiliser. Donc, je crois que s'il y a un souhait, ben, en fait, c'est que le CNES réussisse, voilà, à mettre en place cette stratégie qu'il souhaite faire et déployer pour qu'on puisse après devenir de plus en plus concurrentiel. Et comme tu le disais, pour rebondir sur une de tes précédentes réponses, pour que tout le monde comprenne bien, parce que on connaît un peu le CSG, toi beaucoup mieux que nous, bien entendu, mais tu parlais donc des startups ou des entreprises lauréates, parce qu'aujourd'hui c'est plus vraiment des startups, qui pourront donc bientôt, on l'espère, lancer leur fusée depuis le CSG. C'est donc le pas de tir de l'ancienne fusée Diamant qui a été retravaillé. Donc comme tu disais, c'était un choix qui était économiquement peut-être et surtout en termes de gain de temps pas forcément le plus simple parce qu'on n'est pas à l'américaine où on s'en fout, on reconstruit à côté et si ça explose c'est pas grave, on va faire des tests. Là on a donc repris ce pas de tir donc très ancien pour le réhabiliter et l'adapter aux besoins des nouveaux micro-lanceurs si on peut dire qui vont donc avoir un espace dédié au sein du CSG qui est en cours de construction / finalisation, mais on a fait ce choix là de la réadaptation et de la modularité du CSG, là où avant on lançait effectivement des moyens, voire gros, voire très gros lanceurs, et là on va aller sur des tout petits, enfin
est tout petit. Tout est relatif, on parle de quand même des choses qui Absolument. vont aller faire entre 3 et 10 mètres de haut, hein, quand même. Tout Mais petit. par rapport à Ariane 5 qui en fait 50, c'est une sacrée différence. Mais ça, c'est quelque chose qui est propre au CSG, effectivement, il faut le rappeler pour les gens. La plupart des agences spatiales, bon, il n'y a pas énormément de spatioports dans le monde, hein, mais notamment les Américains, les Chinois et même les Russes ne sont pas trop... Les Russes un peu, mais c'est une autre histoire. Mais les Américains et les Chinois ne sont pas du tout dans cette perspective de recyclage, j'ai envie de dire, de réadaptation, encore une fois, des infrastructures. Et ça, c'est quelque chose qui est porté par le CNES, l'ESA et Ariane Group. Et donc, pour ça, moi, je trouve que c'est vraiment, malgré le fait que parfois, effectivement, on a tendance à dire le spatial européen, on est lent par rapport aux autres, oui, mais comme tu le disais très bien tout à l'heure, je trouve, on laisse beaucoup moins la place au doute, notamment écologique et aussi pour l'impact sur les populations, très clairement. On ne fait pas tout parfaitement, c'est difficile de faire bien du premier coup, mais en tout cas, on essaye de mettre toutes les chances de notre côté et de respecter le patrimoine de ce qu'on a créé, pour revenir à ce que tu disais, et de ne pas impacter plus que ce qui est possible de faire les populations futures. Donc ça, là-dessus, je pense que c'était important de faire ce petit rappel, parce que voilà, il y a quand même une stratégie qui est mise en place depuis de nombreuses années maintenant et qui voit sur l'avenir. Donc voilà, c'était pour moi important de faire ce lien entre nos différentes réponses. Et j'avais une autre question qui venait plutôt sur l'aspect photographique. On parlait des lancements spatiaux, mais pas que, mais quelles sont les spécificités d'un point de vue photographique? Donc, comment un photographe travaille avec le spatial? Est-ce qu'il y a des compétences particulières à avoir? Est-ce qu'il y a des attentions particulières à avoir quand on travaille sur le sujet spatial? Dans le cadre d'un lancement, oui, il y a plein de contraintes, etc. Mais aussi quand on va photographier des missions en salle blanche, quand on va photographier des activités du spatial, quelles sont un peu les spécificités de ce type de reportage? Alors, je vais avoir une réponse en deux temps. Une première, évidemment, par rapport à mon périmètre qui est le périmètre Hexagone, où là, on a un fonctionnement avec les photographes sous marché public, hein, donc sous marché cadre. D'ailleurs, on a relancé il n'y a pas très longtemps, effectivement, celui de l'Hexagone. Et donc, typiquement, en fait, il n'y a pas vraiment, je dirais, de spécificité ou d'être un photographe professionnel spécialement dédié au spatial. Au contraire, je pense que l'idée, c'est de quand même d'appréhender très bien en tout cas très bien, ou en tout cas d'appréhender du mieux que possible le secteur, évidemment. Après, une fois qu'on déploie un photographe, en tout cas je parle pour l'Hexagone, sur un projet dans une salle blanche par exemple, pour Microcarb, typiquement c'était le dernier en date là, que j'ai en tête, eh bien la curiosité, c'est aussi ça qui fait, je pense, avancer aussi l'image. C'est pas de se cantonner avec des personnes qui ont l'habitude, parce que moi, en tout cas, je n'aime pas rentrer dans l'habitude, mais j'aime bien aussi bousculer les lignes. Et je crois que c'est l'équipe que j'ai aujourd'hui, que ce soit sur Toulouse ou sur Paris, cette équipe, elle est justement comme ça. Elle est curieuse. Elle a toujours besoin de se nourrir, de savoir ce qui est fait, comment, et pas juste de se cantonner à est-ce que tu peux venir telle date, telle heure. Voilà. Et puis je suis là, je shoot, voilà, je respecte la liste que j'ai donnée et puis c'est basta. Non, il y a vraiment en amont une recherche qui est faite et ça j'en suis persuadé à chaque fois parce que quand j'arrive, je suis moi-même étonné du savoir de chacun. Quand j'arrive, ils en savent mieux que moi déjà. Et donc, c'est dire voilà, qu'il y a une curiosité. Et donc, voilà, pour l'Hexagone, en tout cas, à minima, ma réponse, elle va être celle-ci. C'est-à-dire que pas besoin d'avoir une spécialité, je dirais, ou d'avoir fait une école particulière, ou d'avoir fait des stages. Alors, c'est mieux si tu as fait des stages ailleurs, mais enfin, en tout cas, moi, l'œil, c'est ça qui aussi va être nécessaire. Et puis, on a la deuxième réponse qui est donc pour la Guyane, où là, la Guyane, c'est particulier, puisque là, ça ne fonctionne pas forcément. Là, ça ne fonctionne pas du tout d'ailleurs sous un marché cadre. C'est-à-dire que la société qui travaille là-bas, elle est sous marché avec la sous-direction opération. Voilà. Parce qu'on est sur une base opérationnelle, donc les images, en tout cas les images, le son et la vidéo qui sont prises plutôt, pardon, eh bien, sont dédiées notamment à l'opération. Et ensuite, on a effectivement l'aspect communication, puisque c'est nécessaire d'aujourd'hui de pouvoir dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit. Voilà. Eh bien, cet aspect communication va rentrer dans un deuxième temps en jeu pour cette société. Et donc, là, c'est différent puisqu'on a à demeure une société qui travaille avec les équipes
et qui ensuite derrière en fait finalement sont plongés dans cette connaissance, sont plongés dans les activités et donc finalement ils ont eux ce vécu et puis de toute manière je pense que ça aurait pas pu fonctionner différemment parce que on peut pas fonctionner comme on fonctionne en métropole, comme en Guyane parce que la base fonctionne d'une façon tellement rythmée au lancement qu'on ne peut pas effectivement se prémunir d'un contrat d'un indépendant ainsi par là qui voudrait bien avoir le temps de venir quand on le sollicite. Non, parce que nos opérations, c'est elles qui nous rythment et pas l'inverse. Et donc du coup, c'est pour ça que ça fonctionne comme ça en Guyane. Et d'ailleurs, ça fonctionne très bien. Et donc là, pour le coup, je pense que ça pourrait aussi être un élément de réponse, c'est-à-dire, par contre, là, le fait d'être flexible. Parce que là, on est sur des opérations, on est sur voilà, des choses dont on dépend. Et donc, je pense que pour la Guyane, le fait de faire de l'image, en plus de connaître effectivement l'activité, c'est aussi, je pense, d'être assez flexible et de pouvoir de répondre assez rapidement aux besoins. Voilà, si je peux répondre comme ça. Alors moi, je vais faire appel à tes sentiments profonds. Est-ce que depuis le début de ta carrière dans le spatial, il y a des événements ou peut-être des photographies ou des souvenirs marquants, des choses qui t'ont vraiment marqué, des choses dont tu te souviens, des anecdotes peut-être que tu pourrais nous partager? Alors, moi, j'ai grandi en Guyane. Je suis né en Guyane, donc j'ai eu la chance, et je pense que je suis l'un des seuls de pouvoir le dire ici. Quand je dis ici, c'est carrément peut-être dans la direction, en tout cas, c'est d'avoir vu à mon âge, d'avoir pu voir Ariane 4 encore décoller, d'avoir vu la première Ariane 5. Alors bon, on sait tous ce qu'elle est devenue, mais enfin, moi à l'époque j'étais à la maternelle et j'ai vu ces débris incandescents dans le ciel. Donc je me rappelle encore. Et puis, un sentiment qui m'a le plus touché, c'est FM1. Voilà. C'est Ariane 6 parce qu'en fait, on en parlait tellement. On en parlait tellement, on avait tellement on reculait, puis finalement on savait pas quoi dire, puis on arrêtait d'en parler, puis finalement on revenait un peu, et puis finalement FM1 qui part, c'est la concrétisation. Enfin, voir tous ces directeurs, toutes ces équipes, parce qu'il y en a qui ont été submergés par l'émotion. Et moi, j'étais dans ce bocal, forcément, avec les équipes audiovisuelles, puisqu'on a eu la chance d'y être. Et c'est fantastique. C'est fantastique. Parce que c'est là qu'on s'est dit, en fait, on revient, mais on revient plus fort. Et ceux qui avaient tenté de nous enterrer et qui tentaient encore de nous enterrer, finalement, le message est clair. L'Europe est là et la France participe. Et je crois qu'il n'y a rien de plus fort de voir ce lanceur partir. Ça a été vraiment un très gros moment d'émotion. Et je remercierai jamais assez ma direction, ma chef, mon poste, peu importe, je ne sais pas, l'univers peut-être, d'y avoir été parce que vraiment, le message était très très beau. C'est pas du tout radiophonique, mais je tiens à le dire, les émotions se lisent dans les yeux de Oui, Loïc à l'heure ouais, ouais. actuelle. Moi j'aurais même pas de dernière question. N'ayant pas encore vécu cette chose-là, mais on peut les vivre via les lives proposés par le CNES, par AN Group, et pas que en France, hein. Il y a aussi d'autres ingénieries magnifiques qui se font dans le monde, mais c'est vrai qu'on peut être très fier de ce qu'on fait en Europe, et notamment en Guyane. Mais voilà, les lancements de fusées, ça parle pas à tout le monde, mais en tout cas, ceux qui peuvent être intéressés par ce sujet-là, c'est des moments incroyables, et je pense les images sont folles, mais le vivre en live avec le compte à rebours, avec les holds, donc les moments où le compte à rebours s'arrête, on ne sait pas si ça va Le partir. fameux A12 de DDO. Ah oui, à Ça, tous les Exactement. DDO, et voilà, directeur des opérations pour DDO, mais voilà, c'est vraiment quelque chose où tout le monde retient son souffle. Il ne faut pas oublier parce que c'est des grosses machines qui partent dans le ciel, qui parfois finissent en lambeaux incandescents, comme tu le disais tout à l'heure, mais on fait en sorte pour que ça aille jusqu'au bout de sa mission, mais derrière ça, ce sont des humains, donc des femmes et des hommes des milliers de personnes qui ont donné leur vie, parfois pendant 5, 10, 15 ans, pour que le premier vol donc, que tu citais de Ariane 6 fonctionne, et il a fonctionné. Donc voilà, moi, encore une fois, c'est l'aspect davantage humain où quand tu vois ça décoller, tu te dis, putain, il y a des gens qui ont sué corps et âme et qui parfois ont mis, même parfois peut-être trop souvent, leur vie personnelle de côté pour que ça arrive à son terme. Donc voilà, c'est un peu ce que je vois aussi dans les lancements que j'espère pouvoir vivre en physique un jour dans ma vie. Mais voilà, c'est ce que je voulais redire pour ceux qui écoutent peut-être ce podcast pour la première fois. Vivez ces genres de moments.
si vous le pouvez bien sûr en vrai, mais aussi en direct via les différents lives qui existent. Et voilà, pour ça, pour cette expérience aussi que tu nous passes et ces émotions que tu nous transmets, je souhaitais te remercier, Loïc, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et j'espère qu'on pourra continuer à discuter de tout ça entre nous, bien sûr, mais qu'on pourra peut-être avoir l'occasion de te réaccueillir autour de nos micros à l'avenir pour d'autres sujets. Et voilà, et puis les images que vous produisez au CNES sont d'une qualité incroyable. Vous travaillez avec des gens de talent, à la fois en interne comme en externe. Donc on est très content d'avoir pu avoir ces petites bribes d'informations venues de ta part aujourd'hui. Et si je peux dire une dernière chose, il y a effectivement les lives qui permettent de suivre, mais on a aussi également des événements. Donc, les événements, on a les retransmissions qui se font aussi en live, hein, et donc parfois à la Cité de l'Espace, parfois dans d'autres structures. Donc, pour ceux qui sont intéressés aussi, n'hésitez pas à aller consulter le CNES.fr, donc le site internet, parce que là, il y a effectivement toutes les informations, et si jamais il y a des événements de retransmission, de lancement ou autre, ils sont évidemment les bienvenus. Donc, voilà. Je pense qu'on ne publiera pas avant le départ de la prochaine Ariane 6, Évidemment. Malheureusement, mais pour des prochaines, n'hésitez pas à regarder. Mais bien le sûr. calendrier est déjà bien rempli et Oui, les lancements vont tout à fait. s'enchaîner, Oui. donc restez connectés quand Et à même. suivre aussi les réseaux sociaux du CNES où il y a plein de belles choses qui sont Absolument. publiées. Et alors moi, déjà d'une part, j'aimerais te remercier très sincèrement Loïc parce que ça nous tenait à cœur de t'accueillir dans notre Odyssée spatiale. Merci pour tout ce que tu nous as partagé, alors ta passion, ton histoire, les histoires que tu nous as partagées, tout ça. Donc d'avoir répondu à nos questions aussi naïves que complexes. Donc merci beaucoup pour ça. On espère, comme l'a dit Simon, avec grand plaisir te retrouver lors d'une prochaine émission pour parler de plein d'autres sujets. C'était partant. Et comme je te le disais, Loïc, on a une petite tradition dans notre podcast. C'est que on va te laisser le mot de la fin. Tu peux dire ce que tu veux, nous dire que cette émission c'était de la merde, non, nous dire voilà, une anecdote, un mot, ce que tu veux. Le dernier mot, il est pour toi. Merci à tous les auditrices et à tous les auditeurs de nous accompagner jusque-là. On se retrouve à la rentrée pour l'épisode 1 de la saison 6. Loïc, à très bientôt, c'est à toi. Merci beaucoup. Non, moi j'aurais une pensée vraiment pour les auditeurs et même pour plus largement en fait, ceux qui nous écoutent et au-delà. C'est on peut être en phase, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'on fait, l'activité qu'on a, mais il y a une chose qu'il faudrait quand même ne pas oublier, c'est d'être fier, parce que on a quand même réussi à faire des choses qu'on ne pensait peut-être pas il y a je ne sais combien d'années en arrière, et pourtant aujourd'hui on l'a fait. Donc, d'accord ou pas, c'est un choix, effectivement, c'est objectif, mais par contre, derrière, je pense qu'il ne faut pas oublier d'être fier du travail accompli et des personnes qui ont laissé effectivement pas mal de choses. Donc voilà mon mot de la fin, et merci à vous pour ce dernier épisode de cette saison. Ça a été un réel honneur pour moi de pouvoir en fait, prendre la parole sur ce que je sais, ou en tout cas sur mon vécu, en tout cas minima. Merci pour vous.